Bonjour à tous, c'est Stéphane Navarro. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne et on va parler d'un sujet qui fâche tout le monde, c'est les impôts. Alors là, du coup, ça va être les impôts en Espagne et plus précisément en Andalousie. Donc je sais que selon les communes, ça peut varier, mais voilà. Donc on va attaquer. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, mettre un like et soutenir la chaîne. Et bien évidemment, si vous avez des questions que vous voulez que j'explore, que j'analyse et auxquelles je puisse répondre, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir du coup de faire une vidéo pour ce sujet précisément. Alors let's go, c'est parti. Donc déjà premièrement, si vous envisagez d'acheter de l'immobilier sur la Costa del Sol, enfin en tout cas en Espagne, vous allez être clairement dans l'obligation de payer un impôt foncier. Et l'impôt foncier en Espagne s'appelle l'IBI, qui correspond à Impuesto de Bienes Inmuebles. Alors, pour vous donner un exemple, pour un bien d'une valeur inférieure à 300 000 euros, il faut compter environ entre 800 et 1000 euros par an. D'accord? Donc ça peut être mensualisé ou ça peut être payé une fois d'un coup annuellement. Moi j'opte pour le choix numéro 2. Après voilà, selon les mairies, selon les quartiers, par exemple, je sais que Benalmádena et Torremolinos, si vous êtes citoyen exemplaire et que vous êtes résident permanent, et du coup vous allez avoir une déduction de 50%. À une condition, d'être citoyen exemplaire. Et quand je dis citoyen exemplaire, c'est par exemple payer ses amendes, ne pas faire de garde à vue, ne pas déclencher de bagarre, enfin, ne pas être un individu violent et tout ça. Donc je pense que la grande majorité des personnes qui verront cette vidéo auront cette possibilité, si vous décidez d'acheter dans un de ces quartiers, d'avoir justement cette bonification, ils appellent ça comme ça, de 50% sur votre impôt annuel de propriétaire. Voilà, donc l'impôt foncier. Ensuite, on va parler un petit peu des frais de copropriété. Donc là, encore une fois, ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont propriétaires, d'accord? Donc par rapport à la France, il faut savoir que c'est relativement bas. Encore une fois, je vais prendre l'exemple d'un bien d'une valeur d'inférieure à 300 000 euros. On va être sur des charges entre 60 et 150 euros par mois, d'accord? Donc ça reste relativement bas et intéressant, sachant que dans la plupart des urbanisations ou dans les complexes où vous allez pouvoir acquérir des biens pour moins de 300 000 euros, vous allez quand même avoir des belles parties communes avec probablement des jardins, parking, des ascenseurs, des piscines bien entretenues. Donc encore une fois, tout ça c'est des privilèges et ça se paye, et c'est quand même beaucoup moins cher que la France. Moi, pour vous donner un exemple, j'avais un studio à Paris et les charges c'était presque 600 euros trimestriels, donc ça reste énorme. Et pourtant il n'y avait pas de piscine, il y avait des clochards en bas de chez moi qui faisaient que picoler. Enfin bref, c'était pas le cadre où ça valait le coup de payer, je trouve, 200 euros de charges par mois. Donc voilà. Ensuite, autre chose, alors ça c'est une petite parenthèse, mais vraiment bien vérifier votre capacité d'emprunt si vous achetez avec un crédit ou bien d'avoir l'argent disponible si vous achetez comptant. La raison, c'est qu'en fait en Espagne, il n'y a pas de clause de non suspensive d'obtention de prêt, donc assurez-vous d'avoir une trace écrite, ou en tout cas une confirmation de votre banque écrite s'il vous accorde le crédit, parce que si forcément vous positionnez, vous faites une réservation, ou vous passez même à la promesse de vente, vous versez 10% et que à la suite vous n'avez pas l'argent, vous pouvez tout simplement perdre ce dépôt. Donc juste assurez-vous d'avoir votre argent le jour de la signature. Ensuite, je vais parler également d'autres choses, c'est le taux de TVA en Espagne. Alors du coup, il faut savoir que la TVA en Espagne, elle est 1% plus chère qu'en France, donc on est à 21%, contrairement à la France où on est à 20%. Et après, on a également des taux réduits qui sont de 4 et 10%. Donc en gros, le taux à 10%, il va s'appliquer dans certains cas, notamment et dans certains biens, services, comme par exemple l'achat de propriétés qui vont être neuves. Donc dès que vous achetez quelque chose sur plan, vous n'allez pas payer ce qu'on appelle les frais de notaire, l'ITP, l'Impuesto de Transmisión Patrimonial, mais vous allez payer justement la TVA qui est de 10%. Donc ça, c'est important de le savoir. Ça ne change pas grand chose et même il y a beaucoup d'avantages lorsqu'on achète dans du neuf, parce que par exemple vous avez la garantie décennale, donc vous savez que pendant 10 ans vous n'allez pas avoir de travaux, de choses comme ça à prévoir, donc forcément l'écart entre 7 et 3%, si vous êtes patient et si vous pouvez vous permettre d'attendre, le neuf ça reste quand même une super option, parce que vous allez avoir un super produit pratiquement pour le même prix, voire même dans certains cas
en dessous du prix du marché actuel. Donc forcément, quand vous allez avoir les clés de votre logement neuf, déjà vous aurez gagné de l'argent. Et en plus de ça, du coup, vous êtes couvert pour les 10 prochaines années sur les canalisations, les peintures, enfin tout quoi. Mais après, encore une fois, des fois les projets, il y a des délais d'attente de 1 an, 1 an et demi, 2 ans, pour certains cas même 3 ans. Donc encore une fois, si on veut avoir une maison ou un appartement très rapidement, c'est vrai que des fois on est un petit peu obligé de passer par la case de ce qu'il y a de disponible sur le marché actuel. Donc voilà, encore une fois, ça c'est qu'une petite parenthèse. Donc voilà, donc ça c'est 10% dans certains cas, aussi dans les hôtels, les restaurants, certains produits de divertissement et des activités sportives. Et après du coup le taux à 4%, alors celui-ci il est très rare, il s'applique sur des biens qui sont considérés comme des produits de première nécessité, tels que certains aliments et matériel de lecture. Donc quelques magazines, certains magazines, des journaux, des livres. Et voilà, donc ça c'était plutôt pour les impôts, surtout la TVA, parce qu'au final, la TVA c'est quand même un impôt qui est omniprésent. Dès qu'on sort, qu'on achète un café, qu'on va au cinéma, en fait la TVA on la paye absolument, constamment, sans s'en rendre compte. Donc je pensais que c'était quand même assez intéressant de le partager, même si au final on n'est jamais vraiment confronté à la TVA de manière directe, mais c'est plutôt quelque chose d'insidieux on va dire. Donc du coup voilà, je vais parler également de comment devenir résident fiscal en Espagne. En gros, on va parler d'une permanence et en général, du coup, toutes les personnes qui vont séjourner en Espagne pendant plus de 183 jours au cours d'une année fiscale vont être considérés comme résidents fiscaux espagnols. Donc voilà, j'en connais pas mal qui jouent au jeu du chat à la souris. C'est pas du tout une recommandation de le faire. Après, c'est vrai que Hacienda, donc le fisc espagnol, est très très chaud pour détecter les fraudeurs, mais généralement il s'attaque vraiment aux gros poissons, aux personnes qui font des centaines de milliers d'euros par mois, voire des millions par mois. Et voilà, si vous êtes inattentif et que vous restez une semaine de plus ou un mois de plus, voilà, ça peut arriver. Soyez juste vigilants, parce que du coup il y en a plein qui le font, il y en a plein qui se font pas attraper, mais quand ils vous tombent dessus, ça peut faire mal. Donc voilà, prévenez-vous de ce genre de situation, soyez vigilants et encore une fois, faites en sorte de jouer les règles selon les règles du jeu et pas les vôtres, parce que ça marche jusqu'au jour où ils vous tombent dessus et après là du coup on rigole plus quoi. Parce que là, les impôts en Espagne, surtout le fisc, ils sont... Je vous parle en connaissance de cause parce que je connais pas mal de personnes qui ont des sociétés ici et il faut faire très attention à ce qu'on fait. Donc voilà, c'est fini l'époque avec les valises de cash et tout ça. Même on me pose souvent la question si on peut acheter avec de l'argent liquide des propriétés. Et c'était peut-être le cas il y a 20-30 ans, mais maintenant c'est clairement fini cette époque-là. Donc voilà, ça il faut le savoir. Après, dans l'ancien, des fois, il y a possibilité de moyenner, surtout quand c'est des propriétaires espagnols. Ils aiment bien le cash, les Espagnols, ça il faut le savoir aussi. Mais par exemple, si je donne un exemple, un appartement à 300 000 euros dans une transaction, il est possible que le propriétaire accepte peut-être 20-30 000 euros d'espèces. Mais encore une fois, c'est pas une certitude. Il y en a qui sont totalement contre, il y en a qui sont pour. Ça va vraiment être au feeling. Et voilà. Mais bon, dans tous les cas, en tant qu'agent immobilier, je vous conseille toujours d'éviter ce genre de transaction parce qu'au final, déjà il y a du stress parce que vous ne savez jamais avec qui vous faites affaire. Ensuite, le jour où vous allez revendre, du coup sur l'escritura, vous aurez le prix officiel que vous avez payé, donc sans le cash, et du coup vous serez imposé sur la différence qui va être la plus-value. Donc vous serez imposé sur la plus-value et à ce moment-là, c'est pas spécialement intéressant de faire ce genre de pratique. Ensuite, on va parler... Alors là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est l'impôt en Espagne, contrairement à la France. Donc là, j'ai préparé une grille tarifaire. Je vais m'aider un petit peu parce que du coup, là, j'ai une anti-sèche. Parce que sinon, je ne peux pas tout retenir de tête. Et du coup, alors, comment ça se passe? Donc de 0 à 12 450 euros, on va être imposé à 19%. De 12 450 à 20 199 euros, on va être imposé à 24%. De 20 200 à 35 199 euros, on va être imposé à 30%. De 35 200 à 59 999 euros, on va être imposé à 37%. Et du coup, c'est l'avant-dernière. De 60 000 à 299 999,
on va être imposé à 45%. Et la dernière, du coup, dès qu'on dépasse les 300 000 euros de revenus, et ben du coup, on est imposé à 47%. Et là, du coup, on parle de tranche de revenus annuelle. Donc, voilà. Et pour vous donner un exemple, alors je ne sais pas si dans tous les pays francophones ça se passe comme ça, mais je vais quand même le détailler. Mais en gros, le contribuable n'est pas imposé sur l'ensemble de ses revenus, au taux de prélèvement le plus élevé. Donc en gros, le contribuable n'est pas imposé sur l'ensemble de ses revenus, au taux de prélèvement le plus élevé. Je vais vous donner un exemple. En gros, les pourcentages sont appliqués un par un, en commençant par le plus bas. Donc par exemple, si une personne gagne 25 000 euros bruts par an, elle ne paie pas 30% de ce total. Elle va payer déjà 19% sur les 12 450 premiers euros gagnés. Ensuite, elle va payer 24% pour les 7 750 euros suivants, donc qui correspond à la deuxième tranche d'imposition. Et du coup, elle va payer 30% pour les 4 800 euros restants, qui correspond à la troisième tranche d'imposition. Donc j'espère du coup que ça vous a apporté pas mal de connaissances un petit peu sur du coup la fiscalité, les impôts. Encore une fois, c'est vraiment des informations de base. Après, si vous êtes entrepreneur, que vous avez une société, si vous avez plusieurs biens, le mieux c'est quand même de prendre un rendez-vous avec un fiscaliste qui pourra vous donner vraiment des réponses à vos questions et notamment des optimisations par rapport à votre profil et par exemple à la constitution de vos sociétés, à quelle entreprise, quel business vous avez, quel secteur d'activité. Et là, à ce moment-là, il pourra vous faire vraiment quelque chose pour optimiser. Parce que là, c'est vraiment les choses de base. Et bien évidemment, l'idée, c'était du coup de vous faire un petit teasing. Et bien évidemment, après, si vous envisagez de commencer une activité entrepreneuriale, surtout ici, de business, il y a plein de possibilités d'optimisation. Donc encore une fois, si vous avez besoin de ce genre de contact, je peux vous recommander des personnes avec qui je travaille, que ce soit pour moi personnellement ou même pour des clients qui souhaitent justement importer leur business en Espagne ou tout simplement démarrer un nouveau concept, une nouvelle activité. Et du coup, ces personnes-là peuvent vous donner des conseils clés qui peuvent vous faire économiser une tonne d'argent, de temps, et notamment d'éviter des situations de stress. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et évidemment, si vous passez sur la Costa del Sol et que vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera un plaisir de vous rencontrer, d'échanger autour d'un café ou d'un tinto de verano. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.